Bonjour. Alors, Dominique vous a dit en introduction qu'effectivement, j'avais démarré ma vie professionnelle comme ça, contente, ravie, heureuse d'aller travailler. Aujourd'hui, j'habite en grande partie à Saint-Potent, pour ceux qui connaissent dans le coin, mais j'ai grandi à Creil. Alors, je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Creil. Il y a toujours quelqu'un qui connaît Creil. Pas pourquoi, parce que franchement, c'est pas très joyeux comme endroit. Donc, pour ceux qui connaissent pas Creil, c'est à 50 minutes au nord de Paris, dans l'Oise. Et c'est un petit peu ce que vous imaginez de pire entre la banlieue parisienne et le nord. Vous mélangez, ça fait Creil. Bref, là où j'ai grandi, j'avais qu'une envie, c'était de ne pas y rester. Et je voyais bien qu'autour de moi, il y avait un certain nombre de personnes, de jeunes de mon âge, au collège, au lycée, qui se disaient de toute façon, si c'est comme ça, je suis née ici, ce sera comme ça. Et moi, je me suis dit, ça va être ça mon métier. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais mon métier, ça va être d'allumer un peu la petite flamme pour leur faire se rendre compte que c'est possible. C'est pas parce qu'ils sont là et qu'ils feront ça toute leur vie. Bref, j'ai démarré dans les ressources humaines, la formation, dans une boîte que j'ai tout fait pour rejoindre. Tout. Il me plaisait, j'adorais ce qu'il faisait. Et j'y suis restée moins d'1 an. Et Dominique vous l'a même dit, j'ai fait 3 jobs en 3 ans dans 3 boîtes différentes. Bon, pour quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, c'est quand même un démarrage un petit peu olé olé. Hein. La question, c'est pourquoi ? Pourquoi j'ai quitté ces entreprises de manière successive ? Écoutez, au mieux, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais au mieux parce que j'y ai trouvé une culture qui ne me convenait pas tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est bonne, qu'elle est mauvaise, mais pour moi, ça ne marchait pas. Bon, en l'occurrence, j'étais dans une culture d'entreprise, ça vous dira peut-être quelque chose, hein, où mon chef, c'était le meilleur commercial. Donc, comme il était excellent commercial, il est devenu manager. Normal. Sauf qu'apparemment, il préférait vachement son premier métier au deuxième et ça se sentait. Hein. Dans une de mes entreprises aussi, j'ai trouvé, vous savez, le fait qu'on mette la confiance bien en dessous du contrôle. Bien au-dessus. Non, c'est ça, pardon. On préfère le contrôle à la confiance. Dans cette entreprise, j'habitais encore à Creil et je travaillais à Suresnes. Je ne sais pas si vous voyez, hein, c'est une belle diagonale comme ça, sauf qu'il n'y a pas le trajet à diagonale. Donc vous passez TER, voilà, bus, métro, pied. Quand vous arrivez en retard le matin, en général, vraiment, vous pouvez vraiment légitimement dire que c'est la faute de la SNCF ou de la RATP. Mais 5 minutes de retard, je me faisais engueuler. Pourtant, j'avais un métier de cadre. Personne ne m'attendait pour ouvrir une boutique, une agence, passer quelque chose sur une ligne de production à mon collègue d'à côté. Et le soir, moi, je ne comptais pas mes heures. J'adorais mon job. Et d'ailleurs même, c'était avant le Covid, donc ce n'était pas tout à fait bien la pratique, mais dans mon TER, je travaillais. Donc quand je me faisais engueuler comme ça, je ne comprenais pas. Et puis ma toute dernière expérience, j'avais lâché les RH, hein, j'étais un petit peu jeune, je me suis dit, c'est pas fait pour moi tout ça. Ma toute dernière expérience, j'étais dans une entreprise sociale. Vous savez, une de ces entreprises qui va sauver le monde, tout simplement. En tout cas, qui va résoudre de grands enjeux de ce monde. Et je me suis dit, mais c'est là-dedans que je vais trouver du sens, que je n'ai pas trouvé ailleurs. Eh bien, écoutez, c'est là que j'ai trouvé le pire. Sur le papier, on faisait très très bien pour le monde, mais alors dans les faits, qu'est-ce qu'on traitait mal les gens ? J'ai compris à 25 ans que ce n'était pas tout noir ni tout blanc cette affaire de sens. Qu'il n'y avait pas des bonnes entreprises et des mauvaises entreprises. Ce n'était pas si simple que ça. Mais c'est allé assez loin parce qu'à 25 ans, en fait, ça allait tellement en profondeur, cette histoire, que je ne peux plus marcher. Tellement de stress, tellement de toxicité dans cet environnement professionnel, Anaïs, 25 ans, pas armée, que je commence à faire de l'eczéma, un peu beaucoup passionnément, jusqu'à ce qu'un jour, je ne puisse plus poser le pied par terre. Et là, je me dis, franchement, hein, je ne veux plus jamais travailler de ma vie. C'est horrible. 3 jobs, 3 ans, 3 problèmes. Là, non, mais c'est fini. Bon, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas le choix. Donc il allait falloir trouver une solution. Et finalement, ça a été assez salutaire, puisque c'est ça qui m'a permis de me remettre sur le chemin que j'avais quitté 3 ans auparavant, celui des ressources humaines, celui de ce vaste sujet de l'homme avec un grand H.
Alors aujourd'hui, je vous parle, ça c'était en 2014-2015, on est en 2023, il s'en est passé des choses. Si en 2015, je me sentais parfois un petit peu seule avec mes questionnements et que j'ai commencé à explorer le sujet pour me rendre compte que ce n'était pas le cas. Donc si en 2014, je me suis dit, mais c'est peut-être moi le problème, depuis, il s'en est passé des choses. Il ne se passe pas une semaine sans que dans la presse, on parle de ce sujet. Et on y met plein de gros mots, hein, des mots valises et beaucoup d'anglicismes. Alors déjà, depuis quelques années, on y a mis les générations, X, Y, Z. Alors là, je sais que sur votre papier, c'est écrit un petit peu les jeunes, mais mon titre de conférence, c'est une question, c'est nouveau rapport au travail, révolution culturelle ou changement générationnel? Il y a un peu tout, il y a la réponse dans la question. Donc, génération X, Y, Z, est-ce que vraiment on peut mettre les gens dans ces cases-là? Est-ce qu'on se transforme radicalement dans son rapport au travail selon si on est né en 95 ou en 96, qui serait la frontière entre la génération Y et la génération Z? Alors c'est assez amusant parce que moi, qui suis la génération Y, on a commencé à parler de moi comme les jeunes qui créaient des problèmes. Vous savez, à l'époque, en 2015, c'était les Y les problèmes. Et puis j'ai vu récemment une analyse qui dit vraiment, qui copie-colle presque ce qu'ils disaient des Y à l'époque en parlant des Z, sauf que maintenant ils disent que les Y comprennent rien. Alors, ça m'a donné un petit coup de vieux, hein. Mais voilà, on en est là, on a dépassé la trentaine. Ça y est, nous sommes les vieux. Donc on a ça. Après, on a tous ces mots en août que vous avez dû voir passer là, ces dernières années, qui décrivent les maladies du travail. Le burn-out, celui-ci, vous le connaissez. Je me crame. Qui se crame au travail? Les gens qui sont engagés, hein. On parlait d'engagement tout à l'heure en introduction. Si je me crame au travail, c'est parce que j'y mets du cœur, hein. Sinon, on ne se crame pas. Alors, est-ce qu'il y en a plus ou on en parle plus de toutes ces maladies? C'est peut-être la deuxième question qu'on se pose. Qu'est-ce que vous en pensez? On en parle plus ou il y en a plus? Je crois qu'il y a un peu des deux, hein. Vous verrez, je vais être assez consensuelle parce que je vais souvent vous dire un peu des deux. Ça me permet de me faire aucun ennemi. Vous avez beau être 150, il y aura toujours un petit morceau qui sera d'accord avec moi. On en parle plus, en partie, de toutes ces maladies du travail parce que c'est un peu plus assumé. Pour venir d'une lignée d'agriculteurs bretons, je peux vous dire que quand ça n'allait pas, on n'en parle pas, hein. Surtout les Bretons. Aujourd'hui, c'est un peu plus assumé. C'est plus normal de dire qu'on ne va pas bien, qu'on parle de santé mentale, qu'on va chez le psy, donc on en parle plus. Et il y a aussi un peu de... Il y en a plus. Pourquoi? Ah, voilà, je cherchais quelqu'un sur son téléphone. C'est dur, hein, de déconnecter. On est là, mais en même temps, il y a les mails qui arrivent, il y a des trucs. Qui prend des vraies vacances ici? Où il ne touche pas, il ne va pas voir une seule fois ces messages. Bon, s'il y en a, vous nous donnez les secrets à la fin, hein, parce que c'est dur, hein. Donc avec tout ça, toutes ces évolutions de société, ça fait que ces maladies du travail, il y en a plus, on en parle plus, la petite musique est là, elle vous impacte dans votre quotidien. Ça devient un vrai enjeu pour les entreprises. Alors il y a le burn-out, pas que, il y a le bore-out, l'ennui au travail. Bon, pas chez vous, bien sûr, hein, mais chez les autres. Parfois, on n'a rien à faire, on s'ennuie. C'est pas mieux, hein, de s'ennuyer au travail que d'être en burn-out, hein. C'est même affreux, hein. Et puis il y a le petit dernier, là, le petit dernier né des août, le burn-out. Je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci. Dans la presse aussi, hein, on ne sait plus quoi mettre. Donc, vous l'avez connu avec un autre anglicisme, je pense, les bullshit jobs. Les jobs de merde, littéralement. Ces jobs qui n'auraient aucun sens. Donc le burn-out, c'est la maladie du travail qui est liée au fait de ne plus avoir de sens. Donc tout ça, c'est apparu, ça fait 10 ans là, que ça vient par couche. Les mots en août, et puis il y a les mots en ing. Les mots en ing, c'est les nouvelles manières de travailler. En freelance. Ça vous parle? S'il y en a qui sont dans les secteurs de l'IT, l'informatique, du digital, ça fait longtemps qu'on a ce mouvement. Mais aujourd'hui, dans tout un tas de secteurs, ça arrive sur des métiers. J'ai même entendu, je ne sais pas s'il y a des acteurs de l'hôtellerie-restauration, que maintenant les chefs, ils veulent être freelance. Les chefs cuistots. Compliqué, hein, quand on n'a pas eu notre modèle comme ça.
Alors pourquoi les gens sont de plus en plus nombreux à être freelance, plus 120% de freelance en 10 ans en France? Pour être libre. Autonomie, pas de chef, c'est chiant les chefs. Jusqu'à ce que je me rende compte que pire que le chef, il y a le client. Et au moins le patron il est obligé de payer le salaire. Le client. Et donc je fais des allers-retours. Je vais en freelance, puis je me rends compte que c'est pas si bien, puis je reviens à l'intérieur, puis peut-être que je repartirai, etc., etc., etc. C'est ça qui se passe. Le fait de switcher et de slasher. Je ne sais pas si vous les avez entendus, cela. Slasher. 2 jobs en même temps. 3 jobs en même temps. Plusieurs métiers en même temps. Alors, soit parce que j'ai pas envie de choisir. J'aime bien avoir diverses choses. L'exemple du banquier Pizzaiolo. Je sais qu'il y a une banque ici. Pas où ils sont. Ah, ils sont là. Bon, c'était pas chez vous. Mais dans une autre banque, j'ai croisé le banquier Pizzaiolo. Responsable, enfin, agent, banquier dans une agence, hein, comme il y en a tant. Et puis, en fait, il adore son métier, hein, ce monsieur. Il y trouve du sens. J'accompagne les projets des clients, j'aide le développement, j'aime bien mes collègues. Il y a tout un tas de choses qui lui permettent de trouver du sens. Mais il lui manque un truc, la pizza. Chacun son délire, lui, c'est ça. Dit autrement, il lui manque quelque chose de plus manuel, quelque chose d'autre que ne peut pas lui apporter son métier de banquier. Alors, il n'a pas du tout envie de quitter la banque, mais il va aller voir son patron, puis il va lui dire « Est-ce que je pourrais avoir un 4/5e ?» Comme ça, le vendredi soir et le samedi soir, je bosserai à la pizzeria. Alors ça, c'est celui qui choisit et qui a envie de garder les deux. Vous avez aussi les switchers un peu plus fourbes. C'est-à-dire c'est ceux qui ne veulent pas lâcher la première branche avant que vraiment la deuxième soit sécurisée, vous voyez. Donc là, je connais par exemple l'assureur sophrologue. Je ne sais pas s'il y a des assureurs. Lui, l'assureur, il en a un petit peu marre de son boulot, honnêtement. Il n'y trouve plus de sens. C'est subjectif, hein, le sens. Donc lui, il n'y trouve plus de sens. Ou elle. Je ne donne pas trop d'indices. Et du coup, il se forme à la sophrologie. Sauf que gagner le même salaire en tant que sophrologue qu'en tant qu'assureur, c'est pas si simple. Hein. Il n'est pas seul sur le coup de la sophrologie. Donc pour le moment, il ne lâche pas. Et d'ailleurs, il ne le dit même pas à son patron. Il cumule en cachette. Donc au début, je pose des RTT quand j'ai besoin. Je fais ça le soir, le week-end. Et puis je finis peut-être en burn-out. Qui est responsable? L'entreprise? C'est ça le défi, c'est ça le sujet avec ces mondes qui s'entrechoquent en même temps. Alors quand on parle de ça, je parle que de choix. Hein. Parfois on me dit non mais Anaïs, ça a toujours existé tes trucs. Je fais ouais. Dans ce cas-là, ma grand-mère, elle était switcheuse. Hein. Elle était vendeuse en boulangerie, / couturière, / femme de ménage. On ne parle pas de ça. Ça, c'est quand on a besoin de joindre les deux bouts. Et ça existe toujours. Hein. Ça ressemble un peu plus à ça aujourd'hui. Le fait de switcher, pour décrire ces autres rapports au travail, là on parle de vos enfants peut-être. Parce que le switch, ça décrit la reconversion radicale, mais en début de vie professionnelle. Crise de 25 ans, crise du quart de vie. Papa, maman, merci de m'avoir payé des études idéalement très très chères. Mais finalement, en fait, tu sais quoi, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Je vais reprendre des études, je vais faire un CAP pâtissier. Vous les connaissez, hein? Qu'est-ce que ça hérisse les poils parfois? On se dit, ah, les jeunes ne veulent plus travailler. Parmi d'autres petites musiques qu'on entend comme ça. Alors puis depuis, on a eu aussi la grande démission. Ça commence à se tasser un petit peu, mais bon. Et puis la démission silencieuse, une autre manière de parler du désengagement qu'on connaît depuis des années, mais qui peut-être s'accroît. Bref, tout ça pour dire que le tableau ne fait que s'empirer d'année en année. Hein. Dans tout ce qu'on se dit, c'est important de garder en tête que c'est une réalité très contrastée. On ne peut pas mettre tout ça d'un seul tenant et aboutissant. Si je prends les freelances, il y a évidemment tout ça derrière, des gens qui ne choisissent pas. Et puis il y a aussi tous les gens qui vont proposer de travailler à la tâche sur des plateformes pour être indépendant, pour être libre, etc. Donc derrière chaque notion, il y a deux réalités qui s'entrechoquent. Et c'est peut-être ça d'ailleurs le problème aujourd'hui, entre autres, plus qu'un cliché, qu'un choc générationnel, c'est un choc entre ceux qui ont le choix et ceux qui n'ont pas le choix. C'est pas qu'une question d'âge. Si on doit résumer,
Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, moi j'aime bien dire très simplement qu'en fait, il y a d'autres rapports à la réussite qui prennent de plus en plus de place. Ils ont toujours existé, mais c'est l'ampleur qu'ils prennent dans la société qui a augmenté. Je ne sais pas dans quoi vous avez grandi, vous, comme croyance, comme petite musique, mais moi j'ai grandi dans réussir, c'est faire carrière. Tu as réussi si tu montes les échelons, si tu gagnes de plus en plus d'argent, si tu peux t'acheter une télé de plus en plus grande, une maison de plus en plus grande et peut-être même un jour un bateau. Ça, c'est réussir. En tout cas, c'était. Aujourd'hui, il y a deux visions de la réussite qui prennent de plus en plus de place. Être utile. J'ai réussi parce que je sers les grands enjeux de ce monde. Je ne vais pas passer 8 heures par jour à faire un job qui ne sert à rien. Tu as vu l'état de cette planète ? Une vision de la réussite qui a toujours existé. Mais quelle proportion ça prend dans la société ? Et puis la deuxième, c'est profiter. J'ai réussi parce que j'ai le temps. De toute façon, ma retraite, à la fin, je ne sais pas si je l'aurai. Donc arrête avec tes discours. Moi, je vais réussir parce que je profite maintenant. Puis je t'ai vu, toi, papa, maman, bosser comme un dingue. Pourquoi ? Pourquoi à la fin ? Non, je ne suivrai pas ton exemple. Voilà, si on doit résumer tout ce qui se passe, tout ce qui se joue en peut-être 2 mots, l'ampleur que prennent ces visions de la réussite là aujourd'hui, dans vos entreprises, auprès de vos collaborateurs, les jeunes, mais peut-être pas que les jeunes. D'ailleurs, si on doit le mettre autrement, un petit graphique qui nous montre l'évolution de la préférence entre temps et argent entre 2008 et 2022. Le rouge, c'est je préfère travailler plus pour gagner plus. Voilà, tout simplement. Notre président de l'époque soit avait influé toute la société, soit avait analysé la société pour choisir le camp qui allait gagner. Je viserais plutôt la deuxième option. Et on est 14 ans plus tard, le sujet s'est inversé. Le bleu, c'est je préfère travailler moins, quitte à gagner un petit peu moins. Alors bien sûr, si vous demandez aux gens, ils veulent travailler moins pour gagner plus. On est d'accord. Évidemment, je veux et une augmentation et la semaine de 4 jours. On est d'accord. Mais si on rentre un peu plus en profondeur, le curseur en réalité s'inverse. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire tout le monde. Si je m'amusais, ce n'est pas mon étude, ce n'est pas mes données, donc je ne peux pas le faire. Mais je suis convaincue que si je segmentais par niveau social, par lieu géographique, par tout un tas de choses, on verrait des choses radicalement différentes, évidemment. C'est la grande tendance de société. Pour illustrer ces nouvelles visions de la réussite, il y a aussi un autre truc intéressant, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui veulent prendre votre place. Rassurez-vous. 53% des cadres de moins de 40 ans dans le privé aujourd'hui qui n'ont pas de fonction managériale, on sait qu'on peut être cadre sans être manager, n'est-ce pas, n'ont pas du tout envie de devenir manager. Et ça, vous me raconterez après, hein, mais dans un nombre croissant d'entreprises, ça commence à devenir un sujet. Parce que l'entreprise libérée, ce n'est pas devenu la norme. Hein. Apparemment, on a encore besoin de chefs. Même d'ailleurs, quand on pose la question aux jeunes, est-ce qu'ils veulent des chefs ? Oui. Ils ne veulent même pas prendre leur place. Donc, ils veulent juste des bons chefs. C'est ça la différence. Donc, ça pose un petit sujet, une petite question. Ben oui, en fait, je ne veux pas, pour quelques centaines d'euros de plus, avoir les contraintes que je vois que tu as. Toi, mon chef. Bon, une fois qu'on s'est dit tout ça, la grande question hein, qu'on peut se dire, se redire, est-ce que c'est un truc de jeune ? Est-ce que cette question du sens au travail est un truc de jeune ? Devant moi, on dit non. Mais... Je vous ai prévenu, mon but, c'est de me faire aucun ennemi, donc c'est oui et non. Mais je vais commencer par non. Parce que ça me semble important d'ancrer ça. Parce que le message ambiant, et même parfois, je fais toute une intervention, j'explique ça, à la fin, on me dit oui, mais j'aurais aimé qu'on me dise les jeunes, c'est comme si. Mais non, je ne peux pas vous dire ça. C'est pas comme ça. C'est plus nuancé. C'est ça qu'on doit comprendre ensemble. Et c'est ça qu'on doit véhiculer dans nos sociétés, parce que justement, c'est à force de répéter ça qu'on finit par avoir ce fameux clivage. Si vous pensez que c'est un truc de jeune, je dois vous dire que depuis la nuit des temps, on pense comme ça. Je vais vous amener en 400 avant Jésus-Christ, à peu près, hein, donc une époque lointaine dont nous ne nous rappelons pas très bien. Mais heureusement, il y a eu quelques colportages de ce qui s'y disait à l'époque. Et à l'époque, Socrate disait que les jeunes d'aujourd'hui, de 400 avant Jésus-Christ, donc, hein, aiment le luxe, méprisent l'autorité, bavardent au lieu de travailler, ne se lèvent plus lorsqu'un adulte pénètre dans une pièce.
C'est ce que me disait mon professeur principal quand j'avais 15 ans au collège. Quand j'ai lu ça, ça m'a bien fait marrer parce que je me suis dit, soit il m'a menti, soit il a oublié, ça s'appelle le déni, que lui-même ne se levait plus, hein, ça arrive apparemment. Soit ça change tous les 20 ans, on se lève, on se lève pas, on se lève, on se lève pas. Oui. Bon, j'ai pas la réponse exactement à cette question, mais fort à parier que c'est plutôt une histoire de biais cognitifs. D'ailleurs, Polybe, à la même époque, nous disait que lui, les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment le confort, l'argent, la paresse par-dessus le marché. Ils veulent plus travailler, vous voyez, c'est ça. Qu'ils veulent plus se marier ou s'ils se marient, élever une famille. Bon, là, j'ai l'impression d'entendre ma grand-mère, j'ai 13 petits-enfants, il n'y en a pas un qui va se marier. Ah non, mais regarde les tiens, ils ont tous divorcé. On va garder l'argent, hein. On va faire un tour du monde, ce sera mieux. Le biais cognitif. À chaque fois qu'on pense à un truc de jeune, c'est qu'on est dans le biais cognitif. Vous connaissez les biais cognitifs, ces pièges que nous tend notre cerveau, qui nous fait croire que c'est une réalité alors que ce n'en est pas une. C'est comme quand vous achetez une nouvelle voiture, vous vous dites trop bien, trop original ma nouvelle voiture. D'un coup, vous avez l'impression que tout le monde sur la route a acheté la même voiture que vous. C'est faux. Personne ne vous a copié. Ce n'est pas un complot de l'humanité pour faire comme vous. C'est juste que maintenant, vous le repérez. C'est ça, un biais cognitif parmi d'autres. Ça, j'appelle ça le biais de « c'était mieux avant ». Voilà, on l'a tous. C'est un truc qui nous réunit en tant qu'humains. Quand on est un peu moins jeune, ou jeune depuis plus longtemps que les autres, comme ils disent, on a l'impression que c'était mieux avant. Et c'est important de se le rappeler pour essayer de prendre le problème par le bon bout. Alors maintenant qu'on est bien d'accord tous ensemble que ce n'est pas un truc de jeune, on peut quand même se poser la question de qu'est-ce qui différencie les jeunes des moins jeunes dans ce monde du travail. Je vous propose 2 points. On pourrait se dire plein de choses. Mais finalement, pour moi, il y en a 2 majeurs. Il y en a un qui est vrai depuis la nuit des temps. C'est que quand on est jeune, nos choix n'engagent que nous. Donc c'est beaucoup plus facile, si je ne suis pas content avec ce que vous me proposez, de claquer la porte. J'ai pas d'emprunt, j'ai pas d'enfant, voilà, je vais aller voir ailleurs. Quand je suis un peu plus ancrée, engagée, que j'ai acheté ma maison, que j'ai envie de rester habiter à Saint-Potent, que mon employeur est ici, que j'ai pas mis le choix, qu'il y a quand même plein de choses de bien, on se pose 2 fois la question. Bon, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on est jeune pendant plus longtemps. Ouais, on fait des enfants plus tard. On achète plus tard. Voilà, hein. Moi, mes parents, 24 ans, j'étais née. Hein. Bon, j'en ai 34. J'attends ce grand chamboulement. Jusqu'à 30 ans, je me disais non, je ne ferai pas de crédit, je n'achèterai pas de maison. C'est plus ça, le monde. Maintenant, on partage. Bon, comme tous les potes, à 30 ans, c'est quoi ton taux d'intérêt? Mais juste, on est jeune pendant plus longtemps qu'avant. Donc ça persiste un petit peu, quelque part. Ces comportements qu'on peut se permettre. Et puis, il y en a un deuxième qu'on peut regarder aujourd'hui. C'est quand on a 25 ans, 23 ans, on ne connaît que le monde du travail post-Covid. C'est pas rien. Parce que tout ce que vous allez me raconter sur le monde du travail avant, ça ne me parle pas. Je ne l'ai jamais vécu dans ma chair. Non, mais c'est comme ça pour telle raison. Alors je pense à quelqu'un qui disait « Oui, c'est important d'arriver au travail pour faire la pause café avec les collègues. » Le jeune qui lui dit « Mais pourquoi ?» C'est comme ça, c'est ça le monde du travail. Non, moi j'ai un travail pour travailler. Je préfère partir à 17h, aller à mon cours de sport, plutôt que de passer 3/4 d'heure avec vous à m'entendre parler de vos enfants à la machine à café. Je m'en fous. C'est une histoire vécue. Hein. Je m'en fous. Je suis là pour travailler. C'est toi qui ne me comprends pas, en fait. Et ça, on ne pourra jamais rattraper ça quand on n'a connu que le monde d'après. Alors, si vous êtes sur des populations plutôt de diplômés, déjà, ils ont fait des télé-études. Du coup, maintenant, le télétravail, c'est quand même... et avec l'ambivalence, hein, j'aime pas trop, je me sens trop seule, mais en même temps, tout ce qu'on vit, trouve un petit curseur au milieu quand même. Hein. Mais c'est pas qu'une question de ceux qui peuvent faire du télétravail et qui ont fait des téléétudes. Parce que si je suis sur un job qui ne permet pas le télétravail aujourd'hui, je vois tous les autres qu'en ont. Et cette fracture, ce sentiment d'inéquité, d'injustice, il est fort. Et donc si j'ai 22 ans aujourd'hui et que j'arrive dans le monde du travail après le Covid, ce n'est pas une question de télétravail, c'est une question de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, comment on vit les choses.
Voilà les deux grands points de différence sur lesquels j'ai envie de m'arrêter pour évoquer un rapport au travail un petit peu plus fortement marqué chez les jeunes. Et en fait, ce n'est pas tant le rapport au travail qui diffère, les attendus. On va le voir après. Les attendus, en vrai, on est tous des humains. En vrai, profiter, se sentir utile, travailler moins et gagner plus, on aimerait tous. À part quelques workaholics, dont je fais partie. Rassurez-vous, ce n'est pas une critique. Mais quand on est plus jeune, on peut l'exprimer plus fort, c'est tout. C'est plus visible, on le dit plus fort. Nos comportements sont plus peut-être ressentis par nos managers et nos entreprises, mais au fond, tout le monde est concerné. Et je pense que c'est important de démarrer en se disant ça. Alors, si ce n'est pas un truc de jeune, est-ce que ce ne serait pas un truc d'enfant gâté, franchement? Là, le sens, on veut du sens, on veut du sens. C'est bien beau tout ça. J'ai vu des noms, hein, mais un peu plus timide. Sur ça, ça dépend. En fait, quand on se trompe de définition, on pense que c'est un truc d'enfant gâté. Mais le sens, en fait, c'est quoi? C'est la cohérence entre mes besoins et ma réalité. Je trouve du sens au travail parce que ce qui compte le plus pour moi est comblé dans mon expérience de travail. Si ce qui compte le plus pour moi, c'est que mes collègues soient sympas et qu'on rigole bien et que la cantine soit bonne, je peux trouver du sens parce que tout ça est là. Si ce qui compte le plus pour moi, c'est d'avoir des perspectives d'évolution, de carrière, etc., et que ça n'existe pas dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, là, je vais le perdre. Vous voyez, donc c'est ce sentiment de cohérence entre ce que je cherche et ce dont j'ai besoin. Une fois qu'on s'est dit ça, le sens, c'est un besoin universel. Ça concerne tout le monde. D'ailleurs, même les philosophes ou tout un tas de penseurs de sciences sociales de diverses disciplines ramènent ce sujet du sens. Nous, les humains, on est des fabricateurs de sens. Des fabricants de sens. Dès qu'on n'en a plus, on s'invente des histoires pour trouver un sens. C'est ce qui fait notre humanité. Donc la question du sens, au travail ou par ailleurs, c'est pas un sujet d'enfant gâté, c'est pas un sujet de jeune, c'est pas un truc de bobo, c'est un truc qui concerne tout le monde et qui a un levier hyper important dans les entreprises. Alors après, si on le prend par un autre bout, par exemple celui-ci, ça vous rappellera quelques vagues souvenirs, et qu'on applique cette pyramide au travail, alors parfois elle est un peu controversée aujourd'hui. Il y a ceux qui mettent le Wi-Fi au premier niveau et puis ceux qui disent que c'est pas une pyramide mais c'est un cercle. Je pense qu'il y a quand même 2 ou 3 principes où on peut être aligné. C'est que tant que les besoins principaux en bas, physiologiques, ne sont pas répondus, tant que mon travail ne me permet pas de remplir mon frigo, écoutez, il y a un certain nombre de questions que je ne vais peut-être pas poser tout fort. Ça ne veut pas dire que je ne les pose pas. C'est plus que je ne vais pas les mettre sur la table et que ça ne va pas être mon sujet de préoccupation. Quand on regarde ça, et qu'on essaie de mettre l'humanité dans cette pyramide en fonction de où elle se situe, si on se met il y a 100 ans, les gens qui cherchaient du sens, là, c'est-à-dire tout en haut de la pyramide, dans cette définition-là, il fallait bien les chercher. Il y en a toujours eu. Je pense que les courtisans du roi devaient se poser la question du sens de leurs actions, vous voyez. Mais c'était marginal. Si on prend le monde aujourd'hui, à l'échelle du monde, il y en a un petit peu plus. Alors on pourrait même grossir les catégories du bas en même temps qu'on grossit celles du haut. Un autre sujet, celui des inégalités. Mais voilà. Et après, le problème, ça dépend par quelle vision du monde on aborde le sujet, c'est peut-être aussi l'opportunité. Si on prend la France et tout un tas de pays développés aujourd'hui, les gens qui sont en haut de cette pyramide sont de plus en plus nombreux. On a un taux d'emploi qui est le meilleur depuis longtemps. La Bretagne est quand même une terre où, en général, on est plutôt bon sur les taux de chômage. Donc ça crée d'autres problèmes au niveau des recrutements, n'est-ce pas? Aujourd'hui, dans un pays développé comme la France, on a un nombre croissant de gens qui peuvent se permettre d'être sur les plus hauts étages de cette pyramide. On a aussi tous les autres. Ça dépend de vos métiers. C'est ça qui est important après de regarder. Chaque secteur, chaque entreprise a une topographie quelque part, une cartographie de collaborateurs, de besoins d'attentes différents. Mais à l'échelle de la société, c'est ça qui joue. Et donc ça fait qu'on a de plus en plus de gens qui peuvent exprimer tout fort leurs envies et leurs besoins sur le rapport au travail. Et ça vient nous bousculer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Plus vos collaborateurs se situent en haut de la pyramide, plus ils ne sont pas contents
de ce que vous leur apportez. Donc s'ils ne trouvent pas de sens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Ils ont le choix, ou ils ont l'impression d'avoir le choix. Ils partent. Plus ils sont sur le bas de la pyramide, s'ils ne trouvent pas de sens, s'il n'y a pas d'adéquation entre leurs besoins et la réalité que l'entreprise leur propose, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent, mais je ne vais pas partir. Ça a l'air affreux dehors. Mais je ne vais peut-être pas donner le meilleur de moi-même. À votre avis, qu'est-ce qu'il y a de pire? Le problème de fidélisation ou le problème d'engagement? Bon, c'est un peu comme choisir entre la peste et le choléra. Hein. Je suis bien consciente de ce que je vous propose. Aujourd'hui, si je reviens avec un ou deux exemples sur mon sujet générationnel, pour bien qu'on illustre ça, je peux avoir 25 ans. Moi, si je prends... il y a plus, pour le dire autrement, il y a plus de... Le rapport au travail est plus contextuel que générationnel. Si je prends un jeune de 25 ans qui a grandi à Creil, qui est resté à Creil, qui n'a pas fait d'études, qui n'a pas beaucoup d'opportunités professionnelles, je ne suis pas sûre qu'il monte tout en haut de la pyramide et qu'il ait des exigences comme ça, hein, vous voyez. Hein. Il va prendre le boulot, il va fermer sa bouche si ça ne lui convient pas, il ne donnera pas le meilleur de lui-même, mais il ne va pas tout plaquer du jour au lendemain s'il a le sentiment qu'il ne pourra pas payer son loyer à la fin et pas remplir son frigo. Si je prends un jeune, pour montrer aussi que ce n'est pas qu'une histoire de diplôme, qui a 25 ans et qui vient de sortir d'un doctorat en histoire de l'art, bac plus 8, et qui ne veut pas être prof ou il n'y a pas d'opportunité de boulot de prof, bah, lui aussi, hein, il a beau avoir un bac plus 8 et fait des grandes études, le sentiment de choix, il va peut-être être difficile derrière. En revanche, je peux avoir 50 ans, être boucher, donc j'ai pas fait d'études et être tout en haut de la pyramide parce qu'il y a tellement de boulot. Tellement de boulot. Mais c'est un des premiers métiers dans lesquels j'ai bossé, un métier en tension il y a quelques années dans la grande distribution, où c'était le problème. Parce que tant qu'on piquait le boucher de l'enseigne voisine, ça allait, mais quand on a commencé à se les piquer en interne, quand Auchan piquait Auchan et Leclerc à Leclerc, là, c'est qu'il y avait un gros problème. Bref, pas un sujet de diplôme, pas un sujet d'âge, ni un truc de jeune, ni un truc de bobo. C'est autrement qu'il faut regarder le sujet pour être capable de bien l'adresser dans vos entreprises. Alors justement, comment on fait? Parce qu'en plus, il y a tous ceux qui me disent non, mais enfin bon, vous êtes de moins en moins nombreux à me le dire. Avant le Covid, il y avait beaucoup de gens qui n'écoutaient pas. Non, mais n'importe quoi. Après le Covid, les gens ont commencé à se dire, quel que soit leur secteur, oh là là, il se passe quand même quelque chose. Et aujourd'hui, tout le monde se dit, oh là là, il se passe quelque chose qui commence à faire très très mal et on a l'impression qu'on ne va pas faire demi-tour. Mais il y en a encore qui disent, la crise va arriver, ça va les calmer. Alors, si vous pensez ça, donc il ne faut surtout pas bouger, hein, surtout pas changer, on n'attend que la crise. Si vous pensez ça, il y a un petit oubli dans l'équation. Ça s'appelle la courbe démographique, qui apparemment ne va pas dans le bon sens pour nos recrutements. Hein. Et puis comme on n'est pas passé au tout intelligence artificielle qui peut tout faire à notre place, hein, comme on n'est pas non plus passé dans un monde où on est en décroissance, non, comme on est encore dans un monde où on a besoin de compétences, on a besoin d'humains, et qu'on a plein de gens qui vont partir à la retraite et plein d'autres gens qui ne vont pas être assez pour les remplacer, bah, ça va être un problème durable en fait. Donc attirer les talents, recruter, fidéliser, engager les compétences dont on a besoin, c'est un défi d'aujourd'hui, de demain, et les entreprises qui feront la différence seront celles qui l'auront compris plus vite que les autres. Mais donc, comment on va mettre ça en place? Je vous propose qu'on résume 8 ans de terrain et quand même 100 ans de sciences sociales en 4 points, pour voir avec quoi peut-être vous pouvez tirer le fil chez vous. Le premier point, c'est qu'on a parlé d'engagement, de fidélisation, là, à l'instant. Hein, je vous propose d'oublier la fidélisation et de se concentrer uniquement sur l'engagement. C'est-à-dire que dans les semaines, les mois, les années qui vont venir, vous allez arrêter de regarder vos taux de turnover. On s'en fout, c'est pas le sujet. Le seul truc qui compte, c'est l'engagement. Je vous propose une petite définition pour qu'on s'aligne, c'est d'avoir des collaborateurs qui sont concernés, enthousiastes, moteurs d'innovation, qui sont capables, quand il y a besoin, de faire le petit pas de plus, vous voyez, de sortir de la fiche de poste, sans aller jusqu'au surengagement, hein, parce que ce n'est pas souhaitable non plus, c'est ce qui mène à des burn-out. Mais voilà. Avoir des salariés qui restent 20 ans dans ma boîte, ce n'est pas ça qui m'intéresse, moi, à titre personnel, dans ma petite entreprise. Hein. C'est que, quand ils soient là, ils soient engagés et ils apportent de la valeur. Pourquoi je vous dis ça?
Parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix. Si avant le monde du travail ressemble à ça, tout ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, c'est qu'aujourd'hui, on passe à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui passent d'une entreprise à une autre, d'un métier à un autre, assez vite. D'ailleurs, c'est assez amusant de voir, à ma toute petite échelle, je suis sortie de mes études il y a 10 ans déjà, et il y avait un métier qui n'existait pas. C'était responsable SEO. Vous voyez ? Référencement Internet. Il n'y avait pas d'études pour ça. Les mecs qui commençaient à bosser il y a 10 ans là-dedans, c'était des geeks qui avaient appris tout seuls. Puis après, ils ont vu qu'il y avait un sujet. Il fallait que les entreprises soient bien référencées sur Google. Donc, on a créé des formations. D'abord des formations courtes. Ça faisait le beurre de quelques écoles. Puis, c'est devenu dans les formations des écoles de commerce, etc., pour citer elles. Et 10 ans plus tard, en fait, ça y est, c'est mort. ChatGPT fait ça bien mieux que tous ces gens-là, beaucoup plus vite. C'est fini. En un cycle de 10 ans, on a vu la naissance et la mort d'un métier. Ça va de plus en plus vite. Donc, on va passer, changer d'entreprise, changer de métier tout au long de notre vie. Au milieu, on aura des périodes de transition, d'exploration, là, de transition que vous voyez en rouge, qui sont des nouvelles manières de dire qu'on est au chômage, mais qu'en fait, on l'a choisi ou qu'on est en train d'en faire quelque chose, vous voyez. Bref, c'est ces mini-retraites, ces petites pauses tout au long de la vie, ça va être ça, le parcours professionnel. Donc, si on regarde en tant qu'employeur ces taux de turnover, on va avoir mal, parce que ça ne va pas s'améliorer. Et ça ne va pas s'améliorer parce que vous êtes mauvais, mais parce que ça va être la tendance qui va continuer comme ça. Si on compare à un instant T à comment c'était il y a 10 ans, ce sera toujours pire. Du coup, on va un petit peu pleurer. Ce qu'il y a d'important, c'est d'être meilleur que son concurrent. Ça, en revanche, oui. Mais comme le concurrent ne vous donnera pas ses vrais taux, c'est compliqué. Donc, concentrez-vous sur l'engagement, parce que l'engagement, vous avez la main, et c'est ça qui fera la différence. Pourquoi ? Parce que l'engagement, si vous créez les conditions de l'engagement, qu'est-ce qui se passe ? Normalement, les gens sont engagés. Jusque-là, facile. Mais il ne se passe pas que ça. Si je suis engagée chez vous, je vais rester plus longtemps. La fidélisation devient une conséquence du premier. Vous savez, c'est comme quand on résout un problème en ne remontant pas au problème racine. C'est comme quand on regarde le symptôme et pas la cause. La cause, c'est l'engagement. Le symptôme, ça peut être le départ. Donc, si je me concentre sur l'engagement, j'aurai une externalité positive qui est que les gens resteront plus longtemps que ce qui serait resté si jamais ça n'avait pas été le cas. Et puis en plus, quand ils vont partir, ils partiront bien. Et ça, c'est chouette. Je ne sais pas s'il y a des experts comptables ce soir. Si, par là. J'aime bien les secteurs d'expertise comptable parce que comme vous êtes en tension depuis très longtemps, j'ai beaucoup d'années d'expérience de votre secteur. Vous aviez des problèmes avant les autres sur les recrutements. C'est pas pareil dans l'expertise comptable d'avoir un collaborateur qui vient vous voir en novembre. Là, maintenant, tiens, ce serait une bonne période en vous disant chef, je m'en vais. Je suis ma copine à Bordeaux, là, finito. Alors oui, j'ai 3 mois de préavis, on est d'accord. Mais tu sais, j'ai pas prévu de les bosser, donc maintenant tu choisis. Soit on fait à l'amiable vite, soit tu me payes, mais je ferai pas grand-chose. Que d'avoir un collaborateur qui vient vous voir, qui vous dit chef, je pars. Mais t'inquiète pas maintenant. On finit la période fiscale, je fais une bonne passation de mes dossiers, tu as le temps, là, tu as 6 mois pour recruter, et vers avril, mai, je peux même pousser à juin si on n'a pas trouvé, mais j'aimerais bien qu'on trouve ensemble pour avril, je pars et on va vivre à Bordeaux. C'est pas pareil. Le premier, dans tous les cas, c'est un peu embêtant, mais il y en a un où on anticipe, on peut prévoir, on peut travailler le départ, et il y en a un autre où on subit tout de plein fouet. Le deuxième est engagé, pas le premier. Bon. Et puis, quand on a créé les conditions de l'engagement, en plus, on a des collaborateurs qui parlent bien de chez nous, parce que c'est bien chez nous. Et là, dans l'échelle de nos territoires, les boîtes sont connues. Alors, je ne sais pas si vous êtes forcément sur Glassdoor ou sur Google employé. Vous savez, c'est comme ça maintenant, on note tout, dont les employeurs. Quand on est une PME, pas toujours. Quand on est un grand compte, il y a tellement de trucs, c'est un petit peu noyé qu'on ne sait plus si c'est notre territoire ou le national. Mais les gens se parlent, même au café du coin. J'ai souvenir d'une histoire dans le Morbihan, dans un réseau de pharmacie. Comme ça, je fais une intervention et puis je me retrouve à dîner juste après. Ce sera peut-être le cas. Mon voisin de droite me dit « Oh, ton truc ». Et mon voisin de gauche me dit « Anaïs, j'applique exactement tout ce que tu fais. Et tu sais quoi ? L'autre qui est à ta droite qui vient de te dire ça, on est dans la même ville.
Et moi, j'ai même pas le temps de mettre une annonce, que les gens de chez lui viennent déjà chez moi, ils le savent que j'emploie et ils quittent sa pharmacie pour venir dans la mienne. C'est ça qui se passe. D'un côté, il y a des gens qui font des choses pour que les gens soient engagés, de l'autre, non. Cercle vertueux. Donc, ce que je vous propose, vous êtes entre codir, c'est que si jamais vous regardez le sujet du turnover, arrêtez. Et si vous n'avez pas régulièrement un DRH dans votre codir, invitez-le. C'est quand même un sujet aujourd'hui. Et tout ça au service de la performance, bien sûr. Un petit sujet qui pique, le DRH est souvent le parent pauvre. Non, pas chez vous? Bon, c'est bien. Mais les Bretons sont toujours en avance. Mais moi, je suis obligée de passer ce message. Mettez des DRH, ils doivent être au moins aussi importants qu'un DAF aujourd'hui dans un codir. Vous avez vu de quoi on parle? Vous êtes DRH? Et puis pour finir sur ce sujet de l'engagement, pour quelques chiffres, pour ceux qui aiment, le coût du désengagement, c'est 3 fois plus cher que le départ. Tout à l'heure, je vous posais la question, qu'est-ce qu'il y a de pire? En fait, un départ, ça coûte cher, vous le voyez. Le poste vacant, le coût du cabinet de recrutement, le collaborateur qui finit en arrêt maladie parce qu'il n'y a personne, il doit faire le job de 3 personnes. Enfin bref, des départs, ça coûte cher. Imaginez-vous que du désengagement, ça coûte 3 fois plus cher, juste que vous ne le voyez pas. C'est le coût Le coût visible, c'est peut-être à nouveau des arrêts maladie ou des choses comme ça, mais le coût invisible, c'est quelqu'un qui a un potentiel de ça, qui vous donne ça. Et puis, voilà, ça a un impact direct, pour reparler de performance, sur la rentabilité des entreprises. Donc, vraiment, miser sur l'engagement, cercle vertueux, vous avez tout à y gagner. Une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qui permet de créer de l'engagement? Normalement, vous m'avez vu venir, je n'ai pas arrêté de vous parler de sens. Le sens, engagement. Alors, il y a même une étude assez récente qui vient de dire que le critère qui a le plus d'impact sur la performance, c'est le sens. Moi, je suis ravie, ça fait quelques années que je tiens le discours, donc le plus il me donne de chiffres qui vont dans mon sens, le mieux. Mais au-delà des chiffres, il suffit de se rattacher à nos expériences vécues. Quand vous trouvez individuellement du sens dans ce que vous faites, vous êtes meilleur, vous êtes plus performant. Enfin, voilà, on le vit tous individuellement, on le voit tous chez nos collaborateurs. Il y a un lien de cause à effet énorme. Le sens amène de l'engagement. Le problème, c'est que le sens, ça ne veut rien dire. On parle de ce mot, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le sens, c'est éminemment personnel. Ce qui fait sens pour vous, ce n'est pas la même chose que ce qui fait sens pour moi. Et pire, dans tout ça, ça change tout au long de la vie. Ce qui m'amène du sens au travail aujourd'hui, ce n'était pas la même chose qu'il y a 5 ans. Et puis dans 5 ans, ou peut-être même dans 3 mois pour moi, ce ne sera plus la même chose. Bref, on parle d'une notion qui a un lien direct avec l'engagement, la performance, qui est sans doute la clé pour attirer, retenir, engager durablement des talents, mais qu'on ne sait pas traiter. Donc on finit, parce que c'est plus facile, par dire que c'est un truc de jeune, un truc de bobo, et qu'en fait, ce n'est pas un vrai sujet. Alors que c'est un vrai sujet. C'est justement parce qu'on n'arrive pas à l'adresser qu'on a fait ce travail avec So Many Ways de cartographier, de modéliser le rapport au travail et les leviers de sens. Alors aujourd'hui, on est dans une petite conférence, donc je vais juste vous donner quelques points de repère et vous pouvez jouer à votre table dans quel mode je suis. Et vous pourrez même en parler au dîner entre vous. Et toi, tu te vois plutôt où? Pour vous les décrire succinctement, 5 modes de rapport au travail qui ont chacun leur manière de trouver du sens et donc leur levier d'engagement propre. Alors mon premier mode, le mode ascension, c'est le travail comme un moyen d'acquérir une position sociale. C'est la vision de la réussite traditionnelle. Quand je suis en mode ascension, qu'est-ce qui me donne du sens? Normalement, une fois que c'est là, c'est intuitif. J'ai des perspectives d'évolution, par exemple. J'ai un manager qui a compris que j'avais envie de prendre sa place, pour le coup, et qui n'a pas peur de ça, qui au contraire m'aide à développer mes compétences, m'aide à construire ma trajectoire. Si j'ai tout ça, je trouve du sens, je me sens engagé, je me sens reconnaissant. Ces modes d'ascension, peut-être aussi des gens qui vont être particulièrement sensibles au titre. Il y a des gens, le titre, ils s'en foutent. Il y en a d'autres pour qui c'est particulièrement important. Je vais trouver du sens parce que quand on me fait évoluer, on me donne aussi le titre. Je vais m'engager parce que j'ai eu ça. Mon deuxième mode, le mode équilibre, le travail comme moyen de vivre sa vie, c'est le mode de rapport au travail qui ne place pas le travail au-dessus des autres sphères de sa vie. Nous, les Français, on a quand même un bon historique de centralité du travail. C'est important le travail pour nous. Quand je suis en mode équilibre, je ne le place pas au-dessus de tout un tas d'autres choses. Au contraire, je suis même plutôt
le travail comme moyen plutôt que comme fin, comparé aux autres. Alors quand je suis en mode équilibre, qu'est-ce qui va faire que je trouve du sens au travail et que je m'engage déjà d'avoir un employeur, un manager qui respecte ça, qui n'est pas là à me dire plus ou moins ouvertement ou à me renvoyer des croyances dans la tête que je suis feignant, que c'est pas bien, qui comprend que c'est comme ça et qui ne me considère pas que comme un travailleur, mais aussi comme une personne qui a d'autres intérêts. Alors si on veut me faire perdre le sens, je vais vous le faire en creux, il y a une recette magique qui marche absolument à tous les coups. Si on veut que j'arrête de m'engager, si vous pensez avoir en face de vous quelqu'un en mode équilibre, cherchez qu'est-ce qui compte pour lui ou pour elle en dehors de l'entreprise. Mettons le ping-pong. Essayez d'identifier quand il a des moments vraiment importants dans sa vie personnelle sur le ping-pong. Mettons mardi soir 18h, j'entraîne les poussins. Et puis toutes les semaines, soit vous le bloquez à 17h45, vous l'appelez à 18h04, enfin vous voyez un petit peu l'idée, et vous retenez jamais qu'il a ping-pong et vous en parlez surtout pas. Vous ne prononcez jamais le mot ping-pong. Vous pouvez être sûr que d'une manière ou d'une autre, il va se dire ici, on ne considère pas tout ce qui compte pour moi en dehors. Mais levier de sens, d'engagement, ça va être du coup une prise en compte peut-être de la flexibilité quand c'est possible, des horaires, du télétravail, toutes ces choses-là, on va y être un peu plus sensible. Quand je suis en mode transformation, je vois le travail comme un moyen de changer mon entreprise. Là, ce qui m'anime, c'est de sentir que je peux avoir un impact sur la manière dont on fait les choses dans cette boîte. Avant moi, après moi, c'est plus pareil. J'ai pu avoir mon espace de carte blanche, voilà ce qui va m'engager. J'ai pu mettre ma patte, j'ai pu apporter mes idées, j'ai été écoutée. La meilleure manière de désengager un mode transformation, c'est quelqu'un qui arrive avec une idée et vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, on est tous pressés. Donc on n'écoute pas. On balaie un petit peu l'idée parce qu'en fait, c'est pas pertinent ce qu'il dit. Nous, on le sait, on a déjà vu essayé. On n'explique pas, on ne redonne pas un espace pour mettre en œuvre quelque part cette énergie de transformation. Là, vous pouvez être sûr. Il y a une question magique, c'est de poser la question aux gens, à quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu ces derniers mois? Si vous posez cette question, je peux vous dire que vous allez avoir plein d'indices pour savoir dans quel mode de rapport au travail sont les gens. Parce que le sens, la reconnaissance, même combat, ça ne veut rien dire. Les gens vous dire « je ne me sens pas reconnu », vous avez l'impression d'avoir donné de la reconnaissance. Personne n'a tort. C'est juste que ce qui t'amène de la reconnaissance, ce n'est pas la même chose que moi. Et je te donne ce que je pense qui compte pour toi, mais voilà, ça ne marche pas. Donc si vous posez cette question, vous pouvez être sûr que quelqu'un en mode transformation à qui vous n'avez pas laissé l'espace, il va vous dire « je ne sais pas quand est-ce que je me suis senti reconnu, mais je peux te dire que je sais quand est-ce que je ne me suis pas senti reconnu. C'est le jour où je t'ai donné cette idée et tu ne m'as même pas écouté. » Il s'en rappellera. De la même manière qu'une personne de mon équipe en mode équilibre à qui j'ai posé cette question, qui m'a dit « Anaïs, c'est le jour où tu m'as dit de prendre des vacances. » J'ai oublié. Quelqu'un qui s'était beaucoup donné dans ma boîte, que je sentais fatiguée, une formatrice, qui est à côté passionnée de musique, chanteuse de jazz. Je la voyais là un peu tirer la langue. Je lui dis « Écoute, Lorraine, c'est quand la dernière fois que tu as pris des vacances? C'est quand la dernière fois que tu allais faire un stage de chant? Regarde tout de suite, c'est quand le prochain stage avec ta prof que tu adores? Dans 2 semaines? Ok, on libère ton agenda, tu prends des vacances. » 2 ans après, elle en parle encore. Si j'avais fait ça à un mode ascension, fort à parier que c'est pas ce qu'il aurait retenu 6 mois plus tard. À quel moment t'es-tu senti particulièrement reconnu? À travers ces quelques exemples, j'espère que vous percevez de quoi on parle. C'est pas de passer plus de temps avec chaque personne, c'est de savoir sur quoi on met l'emphase. Quel est le levier qu'on peut activer qui va lui permettre de trouver du sens. Le mode impact, le travail comme moyen de changer le monde. Quand on parle de sens au travail, très souvent on confond mode impact et sens au travail. C'est une des manières de trouver du sens. À travers mon job, je contribue aux grands enjeux de société. Ce n'est pas la seule. Et enfin, le mode introspection, le travail comme moyen d'expression personnelle. Ce qui va m'animer, faire que je trouve du sens, c'est que je peux un petit peu amener ma singularité dans l'entreprise. Je peux apprendre à avoir un peu de diversité et amener ma singularité. Un exemple, je suis expert comptable, passionné de photographie. Si je suis en mode introspection, je vais aller voir mon patron, puis mon manager, et je vais lui dire « T'as vu la tête qu'on a sur le site là? On ne donne pas envie, franchement, c'est pas très moderne. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas refait les photos là? Tu sais que moi, je fais des photos sur mon temps libre. Ça te dit, cette année, je passe un petit peu de temps pour refaire tout ça pour la boîte? »
Je veux mettre ma passion dans mon job, d'une certaine manière. Si je suis en mode équilibre, le même expert comptable, il n'a certainement pas envie de faire ça sur son temps de travail. La photo, c'est en dehors. Ce qui va m'animer, c'est d'avoir un salaire qui me permet de m'acheter un appareil photo. Et puis peut-être, en dehors de la période fiscale, de pouvoir mettre 5 semaines de congé d'affilée pour aller faire un grand tour et faire des photos. C'est ça qui me donnera du sens dans mon travail, quelque part. J'espère qu'avec ça, vous commencez à percevoir un petit peu où vous pouvez vous situer, où peuvent se situer vos équipes, mais aussi toute la difficulté du sujet. C'est un modèle en sciences sociales. Le but n'est pas de mettre les gens dans les cases, c'est juste de mieux appréhender la complexité. Il faut lire 2 ou 3 fois en général, M. Valéry, pour comprendre pourquoi on fait des modèles. Pas parce que c'est parfait, mais parce que ça nous permet d'amener un peu plus de pragmatisme quand même aussi dans notre quotidien. Et donc on n'est pas un mode, on est plutôt une coloration, un degré d'adéquation avec chacun d'entre eux. Mais en tant que manager, ça nous donne des indications parce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait naturellement? On répond à partir de son prisme. Alors ça change, hein. Je vous ai dit, le sens au travail, ça change tout au long de sa vie. Ça veut dire que si vous regardez où est-ce que vous étiez quand vous avez commencé votre carrière, où est-ce que vous êtes aujourd'hui, fort à parier que ce ne soit pas tout à fait pareil. Il y en a qui restent toute leur vie au même endroit, ça existe, mais ce n'est pas la majorité. Alors, maintenant qu'on s'est dit ça, peut-être que vous voyez pour vous, pour amener quelques éléments de conclusion, cette notion-là, c'est la responsabilité de qui? Le sens au travail. Est-ce qu'il se donne? Est-ce qu'il se construit? Si oui, qu'il construit, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, c'est écrit, hein. Moi je pense que c'est une co-responsabilité. Une responsabilité partagée entre les différents échelons de l'entreprise. Il y a la responsabilité des dirigeants. C'est vous aujourd'hui. C'est quoi votre responsabilité? C'est d'impulser, de penser le futur, de créer les conditions pour que tout ça puisse être vécu dans vos boîtes. Le grand défi, le grand enjeu des entreprises dans les années qui viennent, vous me pardonnerez l'oxymore, hein, mais ça va être ça. Vous ne pouvez pas faire un cas à une personne. C'est pas possible, c'est pas souhaitable. En revanche, vous ne pouvez plus essayer de mettre tout le monde dans le même moule. En tant que client, en tant que consommateur, vous vous attendez déjà à avoir des expériences personnalisées. En tant que collaborateur, c'est pareil. Très concrètement, hein, ça veut dire quoi? Il faut faire cohabiter différentes options. Je me rappelle ici en Bretagne d'une boîte qui vend des tracteurs. Et déjà, trouver des mécanos, c'est compliqué, mais alors des mécanos de tracteurs qui me disaient « Mais je ne comprends pas, Anaïs, nous on est aux 35 heures. » Je dis « C'est peut-être ça le problème. Peut-être que tes mécanos, ils veulent bosser plus pour gagner plus. » « Ah non, on a demandé dans la boîte, ils sont super contents d'être aux 35 heures. » Je dis « Oui, mais là, tu ne parles pas des gens qui sont chez toi, tu parles de ceux que tu veux faire venir. » « Bah oui, mais si j'augmente, ceux qui sont là, ils vont partir parce que c'est ce qu'ils voulaient. » Je dis « Oui, je suis en train de te dire qu'il faut que tu proposes les deux. » « Oh non, mais c'est un four ton truc. Déjà, je dois gérer un truc juridique, maintenant il faut que je fasse les deux. » « Oui, mais tu sais, tu es déjà dans un four. Tu n'arrives pas à recruter. » Voilà. C'est ça, standardiser la personnalisation. C'est comment à l'intérieur on garde des règles collectives, mais on arrive à trouver peut-être différentes options. On pourra passer de l'une à l'autre avec une forme d'équité. Et là, comme ça, en claquant des doigts, je ne peux pas vous dire pour tous vos secteurs, ça demande de réfléchir un petit peu, de se poser chez vous selon vos métiers, vos réalités, etc. Mais c'est ça le défi. Et c'est déjà engagé dans un certain nombre de boîtes. Mais ça prend du temps. Donc la responsabilité du dirigeant, des dirigeants, c'est d'impulser ça, de commencer à se mettre en mouvement. Comment on va faire? C'est quoi chez nous? La deuxième responsabilité, parce qu'une fois qu'on s'est dit tout ce qu'on s'est dit, c'est compliqué les gens. Je suis en train de vous dire qu'ils ont tous leur manière de trouver du sens, que c'est crucial, que ça change dans le temps. Et en plus, je ne vous l'ai pas beaucoup dit, mais ils ne vont pas vous dire qu'est-ce qui fait sens pour eux. Donc, si on choisit des managers pour les mauvaises raisons, sur les mauvais critères, CF, mon histoire de tout à l'heure avec mon super commercial devenu manager, on risque d'avoir quelques petits soucis. Alors, je suis bien consciente que ce n'est pas simple, parce que déjà qu'il y a moins de gens qui veulent devenir manager, si en plus il faut choisir les bons. Mais c'est une intention qu'on met, c'est une manière dont on définit le rôle managérial, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi plein de gens qui ne choisissent pas ce rôle parce qu'ils ne le voient pas avec ces yeux-là, celui de prendre soin des gens, d'écouter les gens, etc.
Et puis aussi, c'est comment on leur donne les clés à ces managers pour qu'ils soient dans ce paradigme-là. Parce que tout ce que je viens de vous dire là sur les modes, on a plein de niveaux pour le penser. Il y a le niveau organisationnel, le nombre d'heures de travail, les politiques de télétravail, tout ça, ça se décide à un niveau organisationnel. Mais il y a plein de choses qui se passent dans la réalité du terrain de manière très simple. Te demander si ta compétition de ping-pong s'est bien passée et ne pas t'embêter à 17h45 le mardi, c'est pas le codir qui va décider de faire ça. Hein. C'est sur le terrain, le manager qui comprend, qui connaît, qui n'est pas dans ses croyances limitantes. Moi, je suis en mode ascension, donc tous les équilibres, c'est mal. Non, aucun mode n'est bon, aucun mode n'est mauvais. C'est leurs croyances qui viennent bousculer les autres et qui créent de la friction. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent à l'échelle managériale. Et en termes de co-responsabilité, la responsabilité des managers, c'est d'avoir des espaces de conversation régulières, authentiques, pour capter ces besoins, pour les adresser à leurs échelles. Et c'est possible, et dans la plupart des cas, c'est là que ça se joue, dans le quotidien managérial. Sauf que aujourd'hui, trop de fois, on ne se parle pas. On ne se parle pas des vrais sujets, on ne se dit pas qu'est-ce qui compte pour nous parce qu'on n'ose pas. On croit que c'est mal vu, donc on ne dit pas. Tout ça. La petite question, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez l'emporter. Et puis enfin, il y a la responsabilité du collaborateur. Aujourd'hui, vous êtes pour la plupart sur ces trois niveaux. Vous êtes à la fois un membre d'un comité de direction, un manager, donc probablement, et aussi un collaborateur à votre échelle. La responsabilité du collaborateur, c'est d'exprimer ses besoins, d'arrêter de croire que son manager est médium, qui peut tout savoir, alors que lui-même ne le sait pas vraiment et ne le formule pas vraiment, et d'arriver en plus dans cette position d'être acteur, d'être force de proposition sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis idéalement, rêvons tous ensemble, de quand je dis que j'aimerais bien ça pour répondre à mon sujet, de m'assurer que ça correspond à une règle du jeu collective et que ça n'embête pas les autres. Vous savez, ma liberté s'arrête ou commence celle des autres. Bon, ça c'est la fin du chemin. Mais c'est la responsabilité du collaborateur et c'est quelque chose dans nos cultures organisationnelles qu'on doit amener, qu'on doit développer, parce que sinon le défi aujourd'hui, il est énormément sur les épaules des managers, qui en ont déjà beaucoup, qui sont déjà pris entre toutes les injonctions. Et s'il n'y a pas une petite partie du chemin qui est aussi faite par les collaborateurs, on n'y arrivera pas. Pour terminer, peut-être deux choses, un débat d'actualité. La semaine de 4 jours. Si vous voyez un petit peu le message que je vous ai donné, en résumé, je ne crois pas que la semaine de 4 jours ce soit la solution miracle. Parce que justement, ça dépend des modes, des moments de vie, etc. Il y a des gens pour qui ça peut correspondre. Il y en a d'autres pour qui faire 4 jours un petit peu sous tension, non. Moi, j'ai besoin d'aller chercher mes enfants 1 semaine sur 2 parce que je suis parent solo le matin et de les amener le matin et de les déposer le soir et ça ne marche pas du tout avec mon agenda. Non, moi, je suis à un moment en fait où j'ai du temps, je suis célibataire, j'ai envie de gravir les échelons, j'ai envie d'être dans cette dynamique-là. Bref, quand je parle de standardiser la personnalisation, tout ce qu'on peut entendre, je crois que c'est à l'inverse de justement penser dans le paradigme d'avant de la même manière. Une grosse boîte de conseils qu'on a vue qui s'appelle Accenture a communiqué sur ça il y a un peu moins d'1 an, semaine de 4 jours pour tout le monde. C'était une entreprise qui était très construite sur mon mode d'ascension, gravir les échelons. C'est comme s'ils avaient fait, et c'est pas qu'eux, plein d'autres, le même choix pour répondre qu'à un seul autre mode. Et c'est pas ça le défi, c'est tout qui doit cohabiter. Voilà, et je pense que la dernière carte de la révolution digitale, ce serait assez marrant de se dire qu'elle est finalement très, très, très humaine. On a des boîtes qui sont mortes il y a quelques années parce qu'elles n'ont pas compris à quel point la révolution digitale impactait leurs produits. C'est Kodak. On a ensuite des boîtes qui sont mortes parce qu'elles n'ont pas compris à quel point la révolution digitale impactait leur business model. Les imprimantes qui n'ont pas compris assez vite qu'il fallait arrêter de vendre des imprimantes mais vendre le service. Et demain, et aujourd'hui déjà, on a des boîtes qui vont être mortes parce qu'elles n'auront pas compris que ce qu'il faut adresser au cœur, c'est ça. C'est l'humain, c'est les gens, c'est l'engagement, c'est le sens au travail. Donc je vous souhaite de faire partie de ces entreprises pionnières qui vont s'en saisir plus vite que les autres pour que dans 10 ans, on se retourne et vos boîtes se portent super bien. Merci.